Bonjour, bonsoir. Avec ma camarade Amandine Marchand, directrice de l'association L'Arbre Fromager en Guyane, nous sommes très heureux de co-animer cette session réservée aux Outre-mer. Je dis les Outre-mer car elles sont diverses et variées. Merci à SIDAction pour cette invitation et un clin d'œil appuyé à Frédéric Vieux pour sa confiance. Je m'appelle Monsef Moudoir de l'association Narikem Sada à Mayotte. La lutte contre le VIH, comme celle du SARS-CoV-2, sont des luttes politiques. Au cœur de ces luttes, il y a l'enjeu de la stigmatisation et la discrimination. Elles peuvent être liées à l'exil, au parcours migratoire, associées à la précarité sociale, économique ou psychologique, ou encore au genre et à l'orientation sexuelle. Quels en sont les impacts dans les parcours de santé? Les Outre-mer sont caractérisés par une situation plus dégradée qu'ailleurs, du fait notamment des règles dérogatoires, de discrimination et d'un sous-financement des dispositifs publics. On peut dire tout simplement moins de république. Comment faire levier sur ces facteurs de vulnérabilité et sur les freins induits par la discrimination et les violences, qu'ils soient d'ordre individuel, institutionnel ou sociétaux? À partir de ces éclairages, visons à favoriser un meilleur accès à la santé, établissant collectivement des préconisations pour des parcours de santé personnalisés et adaptés à tous. Cela nous pousse à mettre un projecteur sur un certain nombre de points. L'enjeu de la médiation, comment les associations, par la proximité avec leur public et les liens de confiance qu'elles ont pu construire, essayent de mettre en place des passerelles avec des publics exclus. La question de la contribution des associations et de la recherche aux évolutions sociales et sociétales. À une échelle micro, les associations permettent dans le territoire la diffusion d'une information de qualité, de savoir-faire et travaillent au développement des capacités des personnes. Pour les publics les plus exclus, éloignés de l'info, du droit des institutions et parfois mis au banc de la société. La connaissance fine de ces publics, développée par les associations et en partenariat avec la recherche, permet de travailler à l'évolution des pratiques pour s'adapter au mieux aux besoins, aux personnes et aux spécificités des publics les plus exposés. À un niveau plus macro et dans une logique de bottom-up, les associations contribuent à ajuster les savoirs, contribuent tout autant qu'elles s'inspirent des résultats de la recherche. Leur travail avec les publics produit des savoir-faire. Elles permettent ainsi d'ajuster, de renforcer les connaissances des décideurs pour une meilleure prise en compte des spécificités. Des freins majeurs, tous les publics ne sont pas traités de la même manière. Des discriminations structurelles subies par les migrants, par exemple les démarches pour l'accès aux papiers qui sont bloquées. Quelle perspective de travail avec ces publics pourtant prioritaires en termes d'épidémiologie? Si les démarches d'accompagnement des associations, si l'inscription des personnes dans un parcours d'inclusion sociale et de santé sont anéanties par le refus de droits, de reconduction des droits ou l'impossibilité de faire les démarches d'accès aux droits, quelle prise en compte des publics exclus, précarité et migration, cumul des vulnérabilités dans les politiques de santé publique par le financement des associations, me direz-vous, mais ça ne suffit pas. Quelle place dans la démocratie sanitaire et quel rôle pour la démocratie sanitaire? Le poids des traditions et de la culture dans la perception des rôles et des pratiques, dans les mœurs, la place des femmes ou encore le regard sur l'homosexualité. Ce sont trois interventions que SIDAction nous propose aujourd'hui. Trois thèmes donc qui peuvent nous permettre d'explorer les limites et les travers des politiques publiques dans les Outre-mer. Si vous le permettez, je vais céder la parole à Amandine Marchand qui va vous parler notamment de la première présentation. Merci Monsef. Alors, Monsef, moi et d'autres intervenants, on vient de territoires exceptionnels et on est assez content de le dire et de le rappeler. Malheureusement, sur ces territoires exceptionnels, ça fait longtemps qu'on vit l'exception. Ça fait bien longtemps et bien avant le Covid que chez nous, les limites ont été dépassées, que l'inacceptable se vit et que les discriminations, les stigmatisations sont monnaie courante.
on a eu et on a de fortes craintes depuis ces derniers mois, puisque les habitudes sont devenues acceptées. Monsef, tu disais tout à l'heure sur l'accès au droit, les spécificités locales. Les spécificités locales, concrètement, chez nous, c'est une prise de rendez-vous uniquement de manière dématérialisée, pour la Guyane, par exemple. Pour Mayotte, c'est un non-accueil, tout simplement, un portail fermé systématiquement, qui n'accueille plus. Voilà où on en est sur ces territoires de la République. On a déjà déplacé la stigmatisation. Pour ça, on va laisser la parole à Antoine Matt. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais Antoine, ça fait de nombreuses années qu'il milite et qu'il est engagé. Il est membre du COMED, il est conseiller juridique au pôle social et juridique, et il est également chercheur en sciences sociales à l'Institut de recherche économique et sociale, à l'IRES. Aujourd'hui, on va lui laisser la parole avec une intervention sur la question des personnes étrangères en situation de précarité dans les Outre-mer. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est un volet spécifique sur les territoires d'exception. Avec Antoine, on découvrira rapidement les freins et puis les risques. Et on reprendra la parole à la fin de l'intervention pour pouvoir prendre en compte les questions que vous aurez à poser avec lesquelles on débattra à la fin des interventions. Merci beaucoup. Le son. J'espère que vous m'entendez. Je vais vous faire défiler un diaporama. Donc, je partage l'écran. Ça prend toujours 1 ou 2 secondes de temps que ça marche. Donc, oui, donc je suis membre du COMED, le Comité pour la santé des exilés, dont le siège est en région parisienne, mais nous sommes très présents également en Guyane notamment. Je ne comprends pas pourquoi voilà, j'ai l'écran entièrement. Donc, le titre de mon intervention, c'est personnes étrangères en situation précaire dans les Outre-mer, statut dérogatoire, discrimination, accès aux droits et aux soins. Donc, vous voyez, c'est très large. Donc, je ne ferai sans doute qu'effleurer certains points. On pourra y revenir dans la discussion. Alors d'abord, je fais une petite première diapo, c'est une petite publicité. Nous venons de sortir il y a 1 mois un numéro de notre trimestriel Mots d'exil qui est consacré justement à l'outre-mer avec différents articles sur Mayotte, sur la Guyane et plus largement sur l'outre-mer. Donc ce numéro est en ligne, vous pouvez le consulter. Alors, mon intervention, je vais d'abord parler un petit peu de la question de l'état de santé des migrants ou des étrangers en situation précaire. C'est la population cible pour le COMED. Je vous parlerai notamment de leur vulnérabilité, de leur fragilité sociale et administrative. Et je vous parlerai aussi d'un outil qu'on appelle l'Observatoire COMED, qui nous permet un petit peu d'objectiver les constats, les observations que nous faisons. Et puis, j'illustrerai par l'exemple de la question de l'accès aux soins et à la protection maladie. Alors, sur l'état de santé et la vulnérabilité sociale des exilés, eh bien, dans l'expérience du COMED, on voit qu'il y a de nombreux facteurs qui impactent l'état de santé des personnes de façon, j'allais dire, spécifique aux personnes exilées. Il y a d'abord tout ce qui est lié à l'expérience de l'exil et de la violence, notamment à la fois au départ, avant l'exil, mais aussi sur les routes de l'exil et aussi et de plus en plus à l'arrivée dans l'accueil dans les sociétés dites d'accueil. Il y a parmi les freins également c'est le barrage de la langue, voilà. C'est également, ça a été pas mal évoqué par les intervenants précédents, toutes les questions de discrimination, d'inhospitalité, de xénophobie. Et puis, c'est aussi, et peut-être surtout, la question des statuts dérogatoires, des statuts administratifs précaires et des difficultés d'accès aux droits. Et nous, COMED, nous intervenons surtout sur ce dernier point, en soutien en matière d'accès aux droits à travers des consultations dans nos centres de soins, consultations médicales, mais aussi consultations sociales, juridiques,
et puis à travers ce que nous appelons le centre ressources, puisque nous avons 9 permanences téléphoniques, des permanences téléphoniques médicales, sur le droit au séjour, sur les droits sociaux, etc. Et puis aussi des permanences physiques, mais là qui sont plus limitées sur le territoire, puisque nous sommes surtout en région parisienne, nous sommes en Guyane, je l'ai déjà dit, nous sommes aussi dans la Loire, nous sommes également sur Marseille, j'allais dire physiquement. Voilà, et donc ce que nous constatons, c'est que pour les personnes étrangères, c'est la précarité de leur statut administratif, hein, qui a un impact très très fort sur leur précarité sociale, qui aggrave leur situation. Et tout ça a été aggravé en règle générale en France par les réformes successives du droit des étrangers qui aboutissent de plus en plus à des restrictions. Hein, le droit des étrangers, c'est en matière de séjour, d'éloignement, de protection sociale. Et puis quand on regarde dans l'ensemble de ces réformes successives, il y a, j'allais dire l'outre-mer, mais en fait les outre-mer, hein, puisqu'il va y avoir non seulement un durcissement des dispositions, mais dans les outre-mer, des dispositions dérogatoires en général encore plus dures et difficiles et différentes selon les outre-mer, avec au final un puzzle, un patchwork de dispositions qui contreviennent totalement d'ailleurs à l'esprit de notre Constitution, hein, l'égalité des droits de toutes les personnes, de tous les citoyens et surtout la République une et indivisible. Et puis il y a une sorte de banalisation d'un droit dérogatoire en Outre-mer. On a souvent dit que l'Outre-mer c'était un laboratoire pour expérimenter des dispositions dérogatoires souvent attentatrices aux droits des personnes. Hein. Et donc là, on l'a vu Mayotte, hein, surtout, mais également en Guyane, dans les Antilles, à La Réunion. Hein. Il y a beaucoup de dispositions qui sont dérogatoires en matière de contrôle de police, en matière d'expulsion, en matière de procédure d'asile, en matière de droits garantis, par exemple, aux demandeurs d'asile ou à d'autres personnes, droit de la nationalité, et puis également en matière de droits sociaux, et là, ça vise surtout Mayotte. Je fais qu'aller assez vite. Nous avons, je voudrais vous parler aussi de l'Observatoire du COMED. Il y a un rapport annuel d'observation du COMED. Le prochain devrait sortir rapidement. Donc, les résultats que vous présentez, c'est plutôt sur des résultats agrégés de plusieurs années. Donc, vous voyez, il y a eu près de 10 000 personnes suivies. Hein. C'est sans doute 5 fois plus de contacts, soit en permanence, soit téléphonique. Et vous voyez qu'il y a une très grande vulnérabilité des personnes, hein, puisque la plupart, 97%, n'ont pas de chez soi. Et il y a même une grande partie qui est même sans hébergement ou à la rue, avec des critères de vulnérabilité très grands. Il faut savoir qu'au COMED, parce que ça m'avait été demandé par SIDAction, d'avoir des données, des éléments de constat, j'allais dire, par catégorie. Nous catégorisons selon des données démographiques ou administratives connues, c'est-à-dire nous avons la part des femmes, les demandeurs d'asile, les personnes âgées, les enfants, les personnes malades, mais nous ne catégorisons pas évidemment selon la couleur de la peau ou d'autres critères, l'orientation sexuelle ou autre. En revanche, ce que je peux dire, c'est que évidemment, nous enregistrons pour les personnes qui consultent du point de vue médical les pathologies. Hein, nous voyons un peu dans ce rapport d'observatoire que je vous recommande, et 20% à peu près des personnes qui consultent ont une maladie contagieuse de type VIH ou hépatite, et ça monte même aux 2/3 pour notre consultation en Guyane, parce que c'est le sujet. Hein. Ce que nous avons constaté aussi au COMED, c'est une dégradation en matière d'hébergement pour les personnes qui consultent le COMED. Et vous voyez, c'est des courbes qui montrent que la part des personnes à la rue ou la part des personnes sans hébergement a très fortement augmenté. Et on n'a pas les derniers chiffres là sur ce graphique, mais ça a encore davantage augmenté. Or, on sait que les personnes qui sont à la rue ou sans hébergement, évidemment, connaissent encore plus de freins dans l'accès aux droits, à tous leurs droits, et évidemment avec des impacts très négatifs sur la santé. Alors, la deuxième partie de mon intervention, j'espère que c'est vous donner l'exemple en matière d'accès aux soins et de protection maladie, puisque nous intervenons beaucoup pour que les personnes puissent accéder à leurs droits, notamment accéder à un droit à une protection maladie qui permet de financer le soin et donc en fait qui permet d'accéder aux soins. Il y a trois grands types de difficultés.
pour tous les étrangers. Ce n'est pas spécifique à l'outre-mer, mais c'est renforcé pour l'outre-mer. Le premier problème, vous le connaissez tous, ça a été déjà soulevé, c'est le sous-financement du service public hospitalier. Hein. Les autres problèmes, c'est des problèmes d'accès au droit, pour entrer dans le droit, mais aussi parfois pour pouvoir s'y maintenir, hein, le droit à une protection maladie notamment. Hein. Et puis, même quand on a des droits, quand on a une carte vitale, si je puis dire, ou des droits AME, ça ne suffit pas toujours. Parce qu'il y a des déserts médicaux, hein, il y a des déserts médicaux qui sont très importants en Guyane, avec les communes de l'intérieur, par exemple, hein, c'est des exemples. Et puis, il y a tout un ensemble de droits connexes qui ne sont pas pris en charge, notamment en matière de psychothérapie ou d'interprétariat. Mehdi, c'est Frédéric, je voulais savoir si tu avais vu mon mail et que tu avais réussi à te connecter. Oui. Le premier problème que je voulais signaler, c'est le sous-financement du service public et surtout la forme du financement du service public. Vous savez que l'hôpital est de plus en plus financé par la tarification à l'activité et qui aboutit à faire une pression sur les hôpitaux qui est terrible, hein, je vous rappelle l'actualité, mais surtout à faire une pression pour le fait que tout acte doit être financé. Donc, il y a un renforcement de l'exclusion des personnes dès lors qu'elles n'ont pas de droit, puisque si elles n'ont pas de droit, les actes ne vont pas pouvoir être financés et donc l'hôpital va perdre de l'argent et donc a intérêt à, j'allais dire, d'une certaine manière, en tout cas, il va y avoir des freins aux soins qui ont été renforcés par cette forme de financement. Le sous-financement du service public en santé, tout à l'heure, un des intervenants parlait d'un énorme problème à ce sujet. Vous avez là le nombre d'effectifs de l'hôpital public pour 1000 habitants. En équivalent temps plein, c'est fin 2018, c'est des chiffres officiels. Vous voyez qu'en France, c'est 16,4 personnes équivalent temps plein en France métropolitaine contre 15 dans les DOM. Alors quand on regarde la France, on va voir que c'est très variable, hein, puisque ça va être 17 en province et 13,7 en Île-de-France, avec une grosse distinction entre Paris et les départements de la petite couronne. Hein. L'Île-de-France, c'est là où il y en a le moins, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, et la Corse également, il y en a très peu, et on voit, voilà, Bourgogne-Franche-Comté, c'est là où il y en a le plus. Au niveau des départements, on voit que c'est les départements de la petite couronne parisienne où il y a le moins d'effectifs dans la fonction publique hospitalière, hein. Et puis il y a d'autres, voilà. Et puis quand j'arrive aux DOM, parce que c'est ça qui nous intéresse quand même, on voit que donc dans les DOM, on l'a vu, c'était moins en moyenne que la métropole, mais on va voir qu'il y a de grosses différences. On voit par exemple qu'en Martinique ou Guadeloupe, globalement, on a j'allais dire, par rapport à la métropole, on a des moyens en effectifs équivalents, voire supérieurs, alors que c'est beaucoup moins le cas en Guyane, à La Réunion et surtout à Mayotte. Hein. On est vraiment, on est 2 fois moins que dans les autres DOM en moyenne à Mayotte, par exemple. Voilà, donc vous voyez, hein, je ne sais pas si c'est suffisamment visible, mais on voit bien, on arrive à objectiver ce manque de moyens attribués à l'outre-mer qui est, j'allais dire, qui représente quand même une forme de scandale. Alors même que les populations d'outre-mer sont beaucoup plus précaires. Alors, il y a des tas de chiffres que j'aurais pu vous sortir sur les taux de pauvreté, sur la précarité dans les conditions de vie, l'accès à l'eau, etc. Là, j'ai juste pris, puisqu'on est sur la protection maladie, la part des personnes qui ont une complémentaire santé solidaire, c'est le premier tableau, et vous voyez, alors, donc c'est les personnes qui ont cette complémentaire, qui sont, j'allais dire, précaires, pauvres. En métropole, c'est 7,6% de la population. Dans les DOM, on monte à 30,9% de la population, hein, et même 35% en Guyane et à La Réunion. Alors, c'est 0% à Mayotte, parce qu'il n'y en a pas à Mayotte. Hein. Il n'y a pas de complémentaire santé solidaire, donc ce n'est pas mieux, hein, d'en avoir moins, parce que c'est carrément parce qu'il n'y en a pas. Et vous voyez également qu'en matière d'AME, on n'a pas des données pour tous les départements, mais on voit en Guyane beaucoup de bénéficiaires, puisque ça représente près de plus de 10% des bénéficiaires pour la France entière. Les autres problèmes d'accès à l'hôpital, hein, au-delà des insuffisances des moyens de l'hôpital, c'est le fait qu'on va délivrer les soins vont être délivrés au fait qu'on puisse payer les soins, au fait que les personnes puissent avoir une protection maladie. Donc, il va y avoir une multiplication des cas de report des soins
voire de restrictions et de refus de soins qui sont observés. Hein. Il y a des difficultés en cas de nécessité d'évacuation sanitaire, hein, quand le plateau local ne peut pas soigner les gens parce qu'il n'y a pas la spécialité à Mayotte, à La Réunion ou ailleurs, il faut donc faire une évacuation sanitaire vers un autre territoire, parfois jusqu'en métropole. Donc c'est un problème avec des fortes discriminations. Hein. Et puis, du coup, on a constaté au COMED, dans nos permanences téléphoniques médicales, une augmentation très forte des demandes par rapport à des difficultés d'accéder aux soins à l'hôpital. Il y a aussi une méconnaissance du dispositif soins urgents et vitaux. Le dispositif soins urgents et vitaux à l'hôpital, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de l'AME. Donc, on a une procédure compliquée, on va dire, et puis surtout une mauvaise utilisation par les hôpitaux eux-mêmes, souvent par les hôpitaux eux-mêmes, hein, de ce dispositif qui aboutit donc à empêcher l'accès aux soins. Et puis, sur les permanences d'accès aux soins de santé, il y a un énorme problème, il y a des restrictions dans l'accès au pass, avec une ambiguïté. Est-ce que le pass, c'est un lieu de soins, j'allais dire, pour toute personne qui en a besoin, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas accéder au dispositif de droit commun, ou est-ce que c'est aussi, ça devrait être un dispositif de financement, hein. Or, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une fausse gratuité, hein. On croit être soigné dans une passe et puis après, on reçoit une facture 2 mois plus tard parce qu'on a passé un scanner ou une dialyse. Voilà. Sur la période récente, hein, j'allais dire depuis la pandémie de Covid, on a un problème qui préexistait, qui montait, qui nous inquiétait beaucoup, mais qui s'est renforcé. C'est ce qu'on peut appeler la bunkérisation des administrations, hein, sous prétexte de dématérialisation. Eh bien, il devient de plus en plus difficile d'accéder à des personnes, à des guichets, pour accéder au droit ou avoir un rendez-vous, etc. Et donc, il y a toute une forme d'inaccessibilité qui est, j'allais dire, organisée. Et cette inaccessibilité, la période du Covid a été d'une certaine manière un prétexte pour la pérenniser et l'augmenter. C'est-à-dire, on a vu, par exemple, des caisses d'assurance maladie qui mettaient en place, et c'était normal, durant le confinement, des systèmes j'allais dire, pour des systèmes dématérialisés en fermant leurs guichets, mais qui, à la fin du confinement, ont décidé de continuer à fermer leurs guichets, si je puis dire, à maintenir leurs guichets fermés, et donc à pérenniser un petit peu cette situation. Et de ce point de vue-là, voilà, je crois que je voulais attirer l'attention sur ce problème qui n'est pas un problème spécifique à l'outre-mer, hein, c'est vraiment un problème, j'allais dire, France entière. Voilà, je vous remercie. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Antoine. Timing parfait. Merci, Antoine, pour votre présentation. Malheureusement, vous avez énoncé des chiffres inquiétants, des chiffres qui sont significatifs d'une dégradation importante et réelle pour les populations de l'outre-mer. Moi, j'ai une question pour vous, mais pour l'ensemble des participants. Est-ce que nous devons nous inquiéter, Antoine? Est-ce que la situation des outre-mer, ça ne présage pas des politiques migratoires ou des politiques de santé qui seraient à venir sur le territoire national? Vous parliez de laboratoires. Est-ce que ces laboratoires qui sont acceptés et vécus depuis des années dans les DOM ne sont pas alertants pour le territoire national? Et je pense par exemple à des zones comme Calais ou comme la frontière avec l'Italie, qui sont déjà très inquiétantes sur les refus d'accès aux soins, sur les retards, mais également tout le mécanisme qui se met en place pour ne plus accéder aux outils de la République. Voilà. Peut-être on prendra le temps de revenir sur ces questions-là à la fin des 3 interventions pour qu'on puisse discuter. Merci beaucoup. Je vous invite pour les participants à laisser vos questions pour qu'on puisse les partager tout à l'heure à la fin de l'intervention. Monsef? Le micro, Monsef.
Merci beaucoup, Amandine. Merci, Antoine, pour cet excellent exposé encore une fois. Et pour la prochaine présentation, moi, nous allons parler d'homosexualité en Outre-mer et j'y fais un lien avec puisque lorsqu'on parle d'homosexualité en Outre-mer, nous parlons de communautés qui sont souvent obligées de migrer pour mieux vivre leur orientation sexuelle, comme cela peut se passer partout en métropole, avec cette différence que la mobilité y est peut-être plus facilitée. À Mayotte, par exemple, ce sont les migrants qui expriment plus facilement leur orientation sexuelle publiquement dans les boîtes de nuit. Ici à Mayotte, il n'y a pas de boîte gay friendly. C'est des boîtes pour tout le monde et chacun s'exprime comme il le peut. Voilà. L'exclusion administrative et juridique pour les uns, sociale pour les autres, le poids des croyances, de la culture, de la tradition avec l'enfermement des individus dans des rôles socialement définis qui contribuent à la construction sociale des individus et à leur devenir. C'est le résultat de cette construction individuelle face au collectif qui fait l'inclusion sociale. Comment penser alors l'absence d'homosexualité dans les populations afro-caribéennes, dans les DROM comme en métropole, des territoires enclavés, ruraux ou insulaires, où le poids de la tradition et de la communauté pèse plus fort qu'ailleurs, le danger de l'invisibilité des personnes HSH parmi les publics afro-caribéens, invisible n'est pas inexistant, vivre caché pour ne pas être discriminé, pour ne pas être violenté. La nécessité de mieux prendre en compte ces publics, parallèlement à la question du tabou et des représentations qui en font l'invisibilité. Comment travailler alors avec des publics invisibles, identifier et faire valoir leurs besoins. C'est de tout ça que va nous parler Thierry Miati. Thierry Miati est médiateur en santé à l'association Afrique Avenir. Il est également docteur sexologue clinicien. Et le titre de son intervention, entre déni, stigmatisation et précarité, accompagner et informer le public LGBT afro sur la santé sexuelle. Comme le disait Amandine tout à l'heure, n'hésitez pas d'ores et déjà à envoyer vos questions pour que nous puissions les poser en fin de présentation. Merci, je cède la parole à Thierry. Oui, bonjour Thierry Miati, docteur en sexologie, Afrique Avenir, médiateur. Aujourd'hui, nous allons parler entre déni et stigmatisation, précarité, comment accompagner et informer le public LGBT afro-caribéen sur la santé sexuelle. Les ACSH afro-caribéens, c'est un public clé à atteindre. Comment les atteindre? Nous avons vu que la sérologie positive à VIH des personnes nées en France et ACSH nées en France, caribéens, est décroissante, tandis que celle des personnes venant de l'étranger est linéaire. Ça veut dire qu'elles ne bougent pas parce que ces personnes ne se font pas dépister facilement et elles ont peur de savoir leur sérologie. En 2017, il y a eu à peu près 2700 personnes à SSH qui ont découvert leur sensibilité, dont 26% viennent de l'étranger, 9% du continent américain, 6% en Afrique subsaharienne, 5% en Europe, 6% dans d'autres zones géographiques. Alors, le rapport, c'est un dépistage à faire évoluer. Comment? C'est peut-être à mieux aborder cette phase de dépistage, cette information. Nous avons découvert aussi que 30% de ces personnes ont été diagnostiquées trop tard, en 2017. La moitié de ces découvertes sérologiques concernent des personnes déclarant n'avoir jamais été
dépistées auparavant. En 2017, nous avons eu 557 000 de personnes dépistées au nombre de TROD. Ceci parce que c'est vrai que les Afro-Caribéens ne connaissent pas, ils ont peur, ils craignent de la stigmatisation, ils craignent du résultat, ils craignent que les gens voient et sachent. Voilà. C'est un besoin à combler, le dépistage est un besoin à combler, surtout au niveau du tabou sexuel, puisque au sein de cette communauté, parler de sexualité engendre des difficultés, l'invisibilité et un manque de prévention communautaire. Manque de visibilité dans l'espace public, parce que c'est vrai que nous savons très bien qu'un ACSH afro-caribéen ne va pas s'afficher aussi facilement qu'une personne née en France, puisqu'il y a le poids de la religion, le poids de la famille, le poids des amis, le rejet, voilà. Manque d'espace identitaire et social, parce que c'est vrai qu'ils ont leur culture et leurs coutumes. Ils n'arrivent pas à s'adapter aux autres cultures facilement. Manque de support d'information adapté. Exemple, c'est vrai, les supports, le plus souvent, ne sont pas adaptés à leur culture, ne sont pas adaptés à leur façon de comprendre, à leur langue. Et ce qui fait une réduction de risque, accès à la santé et aux soins. En 2011, c'est vrai, il y a eu une première partie d'Afrobaromètre dont les données sont édifiantes. Ceci a permis de mieux nous documenter sur les pratiques sexuelles au sein de cette communauté afro-caribéenne. Plus particulièrement, l'enquête a permis de prendre conscience que les rapports sexuels entre les hommes est aussi un sujet à inclure et à traiter dans nos stratégies de prévention. Ceci parce que c'est vrai qu'avant, on est toujours dans ce côté qu'il n'y avait pas d'homosexuels en Afrique, il n'y a pas d'homosexuels de la communauté noire, et pourtant cela existe parfaitement. Alors, la conclusion du baromètre de 2016, qui était du 7-5-2016, nous démontre que la population afro-caribéenne reste une priorité dans la lutte contre le VIH. C'est vrai, puisque c'est vrai que le VIH est très mal vu, très mal considéré dans la population africaine. La prévalence observée parmi les associations appelle à des mesures urgentes en direction de cette population longtemps inévisible. L'arrivée actuelle du TROD, du dépistage rapide, a permis d'accroître le dépistage dans ces populations lors d'actions menées, mais malheureusement, cette population souffre de manque de dépistage vers l'hépatite B et de prise en charge. Alors, les pratiques sexuelles qui s'exposent davantage au risque. Les ACSH exposés au VIH et aux IST sont 2 fois supérieurs, selon Santé publique, aux autres rapports sexuels. La pénétration anale favorise la transmission du VIH. Les ACSH ont beaucoup plus de partenaires que les personnes hétérosexuelles, 3 fois plus qu'en dit, parce que c'est vrai que nous savons que les homosexuels changent de partenaire régulièrement, et parce que des fois, ce sont juste des rencontres de jour, de nuit, et ce n'est pas évident. Pardon, excusez-moi. Comme dans le reste de la population, les moyens de se protéger ne sont pas suffisamment utilisés. C'est vrai que la mise sous PrEP et les capotes, des fois, ne font pas très bonne référence, puisque ces fois, ils disent qu'ils n'ont pas cette sensation, ils ne connaissent pas la PrEP, ils ne veulent pas, parce qu'ils disent qu'il y a des retombées, il y a des problèmes. Mais je pense que ces personnes ne sont pas informées suffisamment pour pouvoir adhérer à la PrEP. Alors, les diversités de profils à atteindre. C'est vrai que Afrique à venir, ainsi que les autres, nous devons mener des actions envers les primo-arrivants, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les sans-papiers, les Africains et les Caribéens. À l'intersection de plusieurs formes de discrimination, de la stigmatisation et l'isolement. C'est vrai que ces personnes, face à la discrimination, à l'isolement, à la violence, ils mettent des barrières, des freins, ce qui les isole, et on n'arrive pas à les atteindre facilement parce qu'ils ont peur d'être connus, d'être vus et que les autres sachent. Alors, avoir aussi diversité,
tous les gays et autres ACSH ne sont pas les mêmes références identitaires ni les mêmes codes. Un ACSH né en France est différent d'un ACSH né à l'étranger. C'est vrai que quelqu'un qui est né en France a déjà une certaine liberté sur sa sexualité, tandis que celui qui arrive et qui est encore au pays ne peut pas s'exprimer par crainte d'être stigmatisé, d'être violenté, d'être rejeté, et même des fois, ça peut amener jusqu'à la mort. Il n'y a pas de profil type dans le groupe. Dans ce groupe, il y a un groupe identitaire à définir en prenant en compte les caractères multiples, l'âge, le niveau social, le background. Voilà. L'importance à aborder la sexualité et la homosexualité dans ce domaine, il est important de distinguer l'orientation sexuelle et la pratique sexuelle. Tous les ACSH ne s'identifient pas comme homosexuels, puisque des fois, nous avons des personnes qui sont hétérosexuels, mais qui ont des rapports sexuels avec des hommes, mais ils disent qu'ils ne sont pas homosexuels. D'accord. Chercher à catégoriser les personnes, soit dans l'hétérosexualité, soit dans l'homosexualité, peut mener à une mauvaise prise en charge. C'est vrai que nous ne devons pas choisir pour la personne, nous devons laisser l'usager choisir son orientation sexuelle et s'auto-définir. Alors, déconstruire l'hétéronormativité. Entre hétéros, être hétéro est érigé comme la norme. C'est vrai que nous savons que partout, l'image que nous avons, c'est être hétéro. Un homme reste un homme, une femme reste un homme. La sexualité entre deux hommes, entre deux femmes, c'est impossible. C'est pas normal. C'est violent, ça, pour eux. Alors, les violences qu'on rencontre, c'est le outing, la violence sexuelle et sexiste, les violences physiques et la discrimination. Parce que des fois, ils se font tabasser, ils se font insulter, ils se font rejeter par la famille, ce qui entraîne un petit peu des fois le suicide et l'isolement. Pour continuer à cesser les violences, des stratégies d'autoprotection sont mises en place. Alors, les enjeux majeurs, sensibiliser sur l'importance de connaître son statut sérologique. C'est vrai que maintenant, nous proposons, disons aux gens maintenant, de faire même un dépistage une fois afin de connaître son statut sérologique. Parce que c'est vrai, les gens ont peur, je ne veux pas connaître, non, je ne veux pas savoir, j'ai peur parce que si je suis positif, je ne sais pas comment je vais l'accepter, mes parents vont l'accepter, à qui le dire. Alors, proposer une offre globale de santé sociale. Alors, Afrique à venir, avec un partenariat ARCAD et le CEPED, nous avons mené ensemble un projet sur le volet social et le volet santé. Le plus souvent, ces personnes ACSH ont prodigué des besoins d'accompagnement et une prise en charge spécifique à leur santé, à leurs besoins, sur un aspect prioritaire de leur vie. Alors, travailler sur l'estime de soi et rompre l'isolement. C'est vrai que nous savons très bien quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa sexualité, qui ne vit pas sa sexualité comme il peut, c'est vrai, se renferme sur elle-même, s'isole et a peur de pouvoir parler de lui. Okay? Il devient très hostile, il devient intériorisé, il se stigmatise à lui-même et ça met un frein à tout cela. Lutter contre la xénophobie et l'homophobie. Alors, les idées reçues à déconstruire, bien ancrées au sein de la communauté. L'homosexualité est une maladie, chose que nous savons qui, depuis quelques années, qui est sortie de maladie, du secteur de maladie. L'homosexualité est une affaire de blanc. Pas du tout. Pas du tout. Nous constatons que dans la sphère noire, des blacks, nous avons aussi ce côté homosexuel caché parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, ils ont peur de ce que les gens sachent. Voilà. Les homosexuels sont tous des gays. Pas du tout, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est pas vrai. L'homosexualité est une pratique mystique. Non, très souvent, lors de consultations, les homosexuels disent que les parents disent que c'est un sort, ce sont leur a jeté, c'est la violence, c'est une violence par rapport aux parents, c'est la sorcellerie. L'homosexualité, c'est comme la prostitution, pas du tout. Être homosexuel n'est pas dire être prostitué.
Alors, former les professionnels. Alors, ça fait 6 ans, où Afrique Avenir avait mis en place une formation en direction des associations sur ce sujet, de l'homosexualité. Actuellement, nous avons constaté, lors des entretiens, beaucoup d'associations qui sont très mal reçus, très mal compris et par les professionnels de santé. Parce que ces personnes ne sont pas formées, n'ont pas la connaissance des tests homosexuels et ces personnes ne sont pas troublées, ils ne veulent plus retourner vers ces personnes parce que l'accueil a été très mal fait. Alors, Afrique Avenir. L'association, c'est une association à la communauté inclusive. Un programme axé sur la santé sexuelle des personnes LGBT, afro-caribéennes, ceci pour pouvoir réduire les risques. Ça s'appelle Afrique Arc-en-Ciel. Un site Internet dédié, nous avons un site pour ça actuellement. Nous avons des actions menées de prévention et de dépistage adaptées dans des lieux propices. Nous verrons ensemble dans les soirées bobines, les soirées fêtes, les soirées anniversaires, dans les apéros-bars, voilà. Des permanences en sexualité opposées aux gays et aux ACSH, des partenariats avec d'autres structures nouées. Alors, les outils print and digitaux. Nous avons aussi fait 3 vidéos, dont 2 hommes et une femme qui parlent de l'homosexualité, leur vécu, leur parcours. Un dépliant sur la PrEP qu'Afrique Avenir a mis en place pour pouvoir mieux présenter la PrEP chez les ACSH. Un flyer sur le VIH, les traitements en place, c'est-à-dire que maintenant, ce flyer, c'est pour même dire qu'une personne sous traitement devient indétectable et peut avoir des rapports sexuels sans contaminer son partenaire et ses enfants. Elle peut être mariée et avoir des enfants. Des permanences en sexologie afin de mieux comprendre et de mieux orienter, de mieux faire comprendre la problématique qu'ils ont. Sur Facebook, nous avons une file active de 18 358 personnes et une interaction de 2647 personnes. Alors, nous avons aussi, Afrique Avenir aussi est présent sur les sites de rencontres, comme tous les voilà. C'est-à-dire que nous allons sur les sites gays, ACSH, par exemple Grindr, des Romeo, plateforme Romeo, afin de pouvoir discuter avec ces personnes et proposer des tests, des autotests. On leur indique les lieux où nous sommes et pour qu'ils viennent. L'an dernier, nous avons quand même pu toucher plus de 200 personnes dessus qui sont venues et que nous avons pu diriger vers les centres de santé afin de se faire dépister pour le VIH-B et le VIH-C. Alors, dans les milieux festifs de grands rassemblements, fêtes d'anniversaire, apéros, soirées bobines, rendre visible les personnes LGBTQI et afro-caribéennes. Ça veut dire que nous allons dans ces soirées afin de pouvoir parler, discuter et mettre en avant la santé sexuelle. Participer à des temps forts comme la Pride. L'an dernier, c'est vrai que Afrique Avenir avait mis en place une démarche pour pouvoir participer à la Pride 2020. Malheureusement, avec la pandémie, nous n'avons pas pu participer et c'était annulé. Cette année-ci, c'est vrai que la Pride aura lieu dans une démarche silencieuse. Afrique Avenir sera certainement présent. Célébrer la fierté, d'être soi et valoriser le parcours de vie. C'est-à-dire que s'accepter et se dire, voilà, je suis, et alors. Profiter des événements pour informer et sensibiliser les risques sexuels. Alors, les permanences d'accueil individuel, proposer un accompagnement global sur un long terme, partir de besoins de ces personnes les plus éloignées et les ramener vers un dispositif de santé où ils en ont besoin pour leur vie. Les aider à trouver elles-mêmes les solutions de devenir ou de redevenir acteurs de leur parcours de vie. Merci de votre attention. Bonne fin de l'après-midi. Merci beaucoup, Thierry, de cet excellent exposé.
qui fait part d'une approche sur les questions d'identité des personnes. Isolement, invisibilité, santé sexuelle sont des choses qui sont revenues dans cet exposé. À Mayotte, les HSH sont obligés de subir une bisexualité pour contenter la société qui ne conçoit pas le célibat. C'est récemment que nous voyons se dessiner une communauté HSH dans la file active du VIH du centre hospitalier avec l'accroissement des populations migrantes. Sans doute, il y aura des questions sur cette thématique-là tout à l'heure. Je vous invite à les poser dès maintenant. Et je cède la parole à Amandine pour introduire le troisième temps. Merci. Merci Thierry pour ce partage sur ce public invisible, sur ces violences sexistes et sexuelles. Je me permets, si vous me laissez une minute, je voulais faire un parallèle avec un autre public qui partage ces difficultés, pour lequel on doit aussi être dans le respect de la temporalité et dans la prise en compte du danger. Je voulais parler des femmes qui, cette dernière année, ont eu à vivre des situations exceptionnelles et des situations qui ont renforcé les discriminations et aussi les mises en danger. À l'écoute de votre présentation, j'avais envie de faire ce parallèle parce que sortir d'une violence, c'est un choix. C'est un choix périlleux pour certaines. C'est un choix pour lesquels elles vont, comme vous le citiez pour le public SH, déployer de l'autoprotection. Et cette autoprotection, elle est finalement une solution peu pérenne et une solution parfois dangereuse. La question, pour poursuivre sur ces réflexions, c'est de voir comment on représente ces populations vulnérables, comment elles sont représentées, comment on déploie des politiques publiques, comment on modifie les pratiques des acteurs et comment finalement on est tous participants à des temps d'échange et à des constructions, ou plutôt à des co-constructions. Alors, on va continuer avec la dernière intervention, où là, il convient de s'interroger sur la représentation des publics, ce que je vous disais, la participation, sur les définitions et les orientations pour l'amélioration de nos pratiques en tant que professionnels, mais l'amélioration de l'accès, de la visibilité. On a échangé en amont avec Monsef sur comment représenter 40% d'une population qui est dite en situation irrégulière à Mayotte, par exemple. Monsef, est-ce qu'il y a une instance qui porte le poids de ce public? Alors, nous parlons de démocratie sanitaire. Il est vrai que depuis un peu plus d'un an maintenant, la démocratie sanitaire à Mayotte, elle n'est pas représentée, puisque jusque-là, nous partagions France Asso Santé Océan Indien et avant le Covid, chacun vole de ses propres ailes, sauf qu'à Mayotte, France Asso Mayotte n'a pas pu encore être mise en place. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on peut dire qu'il n'y a pas de démocratie sanitaire ici. Alors, c'est ce qu'on va voir avec Catherine Beau, la question de la démocratie sanitaire. On va aborder la question de la forme et la question du fond, la question de comment on prend en compte un public sur des horaires, sur des temps, sur des formes qui nous ressemblent, nous, les territoires d'outre-mer, mais qui ressemblent aux populations précaires qui sont accompagnées. Alors, je vais laisser la parole au docteur Catherine Beau, que sûrement la plupart de vous connaissent, qui est médecin, présidente du COREVI Océan Indien, présidente de la commission d'organisation des soins de l'île de la Réunion, présidente de l'association RIV depuis sa création et enfin ancienne présidente du CRSA. Bonjour Catherine, merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier SIDAction, Frédéric Viau et l'ensemble de l'équipe qui ont pensé à mettre en place cette séance au sein de la Convention. Les Outre-mer sont souvent oubliés, pas du tout par SIDAction et depuis longtemps,
mais sont souvent oubliés au niveau national, alors qu'ils représentent une richesse, mais aussi qu'ils ont des particularités qui sont à la fois l'accentuation des problématiques nationales, mais qui sont également à la fois des problématiques propres. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je ne suis pas extrêmement douée pour le faire. Alors, partager l'écran. Ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez là? C'est bon? Vous voyez l'écran? Catherine, est-ce que tu m'entends? Il faut que tu partages non pas l'écran, mais ton fichier PowerPoint. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ok, alors. J'ai des problèmes techniques parce que mon truc est coincé. Mais mon diaporama est coincé. Donc, je ne sais pas si je vais... Voilà. Est-ce que là, ça va marcher? Ça prend du temps, désolé. Hein. Je clique sur ma première diapositive. Écoutez, je n'arrive pas à faire passer mon diaporama. Je suis désolée. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ce que je te propose, c'est que je fasse, moi, un partage d'écran. Il faut que je retrouve ton diapo. Oui, désolée, problème technique. Bon, ça fait rien. Je vais quand même... ouais. Ou tu me l'envoies par mail et je le passe pour toi si tu veux. Mais je ne comprends pas parce que vous voyez rien du tout. Ça y est, je l'ai. Ah, tu l'as. Désolée. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais le partager pour toi. Ça va arrêter ton partage d'écran. D'accord, pas de problème. Ok. C'est bon, Catherine? Oui, alors moi je vais aller sur mon propre diaporama parce que je ne vois pas. Tu vois pas l'écran? Non. Vous voyez pas non plus les autres? En fait, mon écran est coincé, moi. Je ne peux pas bouger. Je ne peux rien faire. Il est complètement planté, mon truc. Écoute, je t'invite, si tu as un problème, à quitter la visio, à te concentrer sur l'écran et tu me dis quand je dois changer les slides. Mais c'est pas ça, c'est que je ne peux pas sortir de nulle part. Là, mon truc est planté. Oui, donc tu n'as pas accès non plus à ta présentation. Voilà. Super. Je suis désolée, mais ça ne marche pas du tout. Je peux mettre arrêter de partager, par exemple. Rien ne bouge, en fait. L'écran est planté. Si je clique sur quelque chose, ça ne fait rien. Donc, je ne sais pas comment... Ah! Là, je vois une diapositive. Peut-être c'est ça. Je vois la première diapositive, Frédéric. C'est bon? C'est moi qui l'ai mise. Pour moi? Ah, ok. C'est moi qui l'ai mise. Ok, je pense que je ne pouvais pas bouger parce que tu avais pris la main. Bon, désolée pour ces problèmes techniques, tout à fait, correspondant tout à fait à mes capacités en informatique. Alors, je vais vous parler du rôle de la démocratie sanitaire dans la lutte contre les inégalités et les discriminations. Oups. Dans l'accès aux soins. Alors, d'abord, la définition et l'historique. Donc, la diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà, la naissance de la démocratie sanitaire, ce n'est pas venu comme ça, c'est venu après une bataille relativement importante à travers les États généraux de la santé en 1999 et c'est passé dans le langage, on va dire, administratif en 2000 et c'est devenu légal en 2002 avec la loi représentative aux droits des malades et à la qualité de la santé. Et puis, il y a eu toutes sortes d'autres lois qui ont suivi. La diapositive suivante. Alors, on en est arrivé là suite à des batailles importantes, à la fois de certaines organisations type OMS qui ont réitéré l'importance de la place des usagers dans le système de soins, parce qu'il y a eu une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui s'est appelée Droits des malades en 2012, parce que de nombreuses pathologies qui se sont chronicisées, et notamment l'affection à VIH, on sait le rôle majeur que les associations à VIH de lutte contre le VIH ont joué dans l'apparition de la démocratie sanitaire à cause de leur activisme politique. Et je dis bien politique, pas administratif, des revendications qui ont été faites
et finalement d'arracher le droit de participer aux réflexions et aux décisions qui les concernaient. Des organisations de patients et des associations se sont organisées pour devenir des partenaires de soins et donc pas des objets de soins, pour participer aux décisions les concernant. Et puis, il faut bien dire aussi, il y a eu une partie des professionnels de santé qui ont été militants, qui ont fait corps avec leurs patients et qui ont décidé ensemble de lutter pour l'acquisition des droits des patients et pour une démocratie sanitaire associant théoriquement, en tout cas, les personnes concernées aux décisions prises et qui les concernent. La diapositive suivante. Alors, la définition, pour poser les choses, selon l'ARS, c'est-à-dire selon l'État, ça vise à associer l'ensemble des acteurs de santé pour élaborer et mettre en œuvre la politique de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. Au cours du temps, la notion d'acteurs de santé s'est modifiée parce qu'au début, les acteurs de santé, c'était surtout les professionnels de santé. Et au début, la démocratie sanitaire, ça consistait un peu à ce que les professionnels de santé puissent mieux fonctionner ensemble. Et puis, petit à petit, quand même, d'autres ont été associés, effectivement, comme les associations de patients ou les patients eux-mêmes, d'ailleurs. Et faire vivre la démocratie sanitaire, ça nécessite de développer la concertation et également théoriquement le débat public en améliorant la participation effective des acteurs de santé. Mais ça va beaucoup avec les droits de l'homme et ça promeut les droits individuels et les droits collectifs des usagers. La représentation des usagers dans les instances de santé publique s'en veut une traduction démocratique. Donc, effectivement, il y a différentes instances dans lesquelles les usagers de la santé publique sont représentés, telles le Corévi, telle la conférence de santé, telle France Asso Santé. Ils sont censés participer à l'élaboration des politiques de santé, ils sont censés participer à l'amélioration de la qualité des prises en charge et cette amélioration se faisant sur l'ensemble de ces dimensions, c'est-à-dire l'évaluation, l'analyse, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation. Et donc, théoriquement, les usagers peuvent contribuer à l'amélioration de la vie quotidienne des patients en général, peuvent siéger dans des instances qui sont des instances nationales, des instances locales. Par exemple, les conférences de santé envoient le président ou la présidente au niveau de la conférence de santé nationale. Et donc, on est censé appuyer fort si on est un représentant donc, communautaire. On est censé se faire entendre au niveau national. Donc, la diapositive suivante. Donc, je vous l'ai dit, c'est une approche qui se veut vraiment fondée sur les droits de l'homme. Donc, le but, c'est théoriquement d'avoir des droits équitables en santé, qu'il n'y ait pas de discrimination en santé, à la fois pour ce que l'on est, mais également l'endroit où on habite, le statut social que l'on a. Et tout le monde doit avoir une accessibilité physique, économique et géographique donc, à la santé. Également, travailler sur l'éthique, l'accueil identique, quelles que soient les différences, le non-jugement, avoir un droit à un service de qualité au niveau médical et au niveau scientifique, mettre en cause la responsabilité de l'État sur la qualité des soins et puis travailler sur le respect des droits de l'homme en santé, droits de l'homme universels et inaliénables. La diapositive suivante. Donc, il y a donc dans la démocratie sanitaire un volet spécifique pour l'outre-mer dans les plans de santé qui tient compte de tout ce dont on a déjà parlé les uns et les autres, c'est-à-dire l'éloignement, c'est un facteur important qui par exemple va augmenter le coût de la santé, le coût des salaires des professionnels de santé, le coût du médicament également. Des conditions sociales qui, on l'a dit, sont beaucoup plus défavorables, ça a bien été montré par Antoine, et puis des spécificités qui sont importantes à prendre en compte dans le soin, qui sont géographiques, mais aussi historiques, culturelles, c'est important. Évidemment, on n'aborde pas la maladie de la même façon, et le soin de la même façon, et la relation à l'autre de la même façon, selon ses spécificités culturelles, sa façon de lire les choses, de lire la maladie, de la vivre. La nécessité d'un rattrapage, bien évidemment, il y a un rattrapage très important à faire au niveau des DROM et ça justifie d'autant plus théoriquement la participation des acteurs locaux aux décisions les concernant, puisque vous savez qu'un des problèmes des DROM, c'est que nous avons un préfet qui nous régit et puis finalement un préfet sanitaire qui est le directeur ou la directrice de l'ARS.
et qui arrivent pour un certain temps, en général 3-4 ans, dans le DROM et décident de beaucoup de choses à la place, en lieu et place des élus locaux et des représentants locaux. Et normalement, pour que le rattrapage et la politique soient réels, il faut que ce soit adapté et il ne faut pas calquer un modèle métropolitain qui est complètement décalé par rapport aux besoins. Et ça, c'est un point très fort de la politique et de l'importance de la représentation dans les DOM, c'est qu'on plaque des modèles et on ne tient pas compte des spécificités de l'outre-mer. Alors, non seulement les spécificités économiques, mais beaucoup aussi les spécificités culturelles et les besoins qui sont différents. On sait très bien, ça a été dit également très bien par Thierry, la discrimination et la stigmatisation sont beaucoup plus présents qu'en métropole et les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé sont majorées par rapport au territoire métropolitain. Le poids de l'immigration, la situation très fragilisée des émigrés est souvent beaucoup plus importante qu'en métropole. Ça l'est beaucoup en Guyane, ça l'est encore plus à Mayotte. Et moi, je suis présidente du Corévi Océan Indien, c'est-à-dire le Corévi qui s'occupe de Mayotte et de la Réunion. Donc, Monsef sait très bien à quel point c'est difficile à Mayotte d'avoir une possibilité de travailler à des soins égalitaires entre ceux qui sont migrants en situation irrégulière surtout. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux à Mayotte et les personnes originaires des territoires. La diapositive suivante. Alors, donc pour résumer, en théorie, sur l'idéal de la démocratie sanitaire, la démocratie sanitaire, elle remet en cause le pouvoir de la technocratie et des organismes étatiques, théoriquement, hein. Elle permet à des degrés, sur les papiers, dans l'idéal de ce qui a été pensé ou de ce qu'on a voulu nous faire croire, elle permet à des degrés divers à des personnes de décider des décisions administratives, de pousser à des décisions administratives qui les concernent. Elle s'oppose théoriquement aux dominations professionnelles et là on voit les dominations essentiellement médicales, c'est-à-dire le patient objet de soins et pas partenaire de soins. Elle donne le droit pour le patient et son entourage à prendre la parole, à exprimer son avis, à co-construire à l'intérieur des institutions, donc théoriquement d'avoir un certain lobbying politique, mais on va voir qu'il s'arrête assez vite, à donner son consentement et ça promeut la figure du profane expert ou de l'expert profane dont on connaissait tous la signification. Elle s'oppose théoriquement aux exclusions parce que les personnes sont là présentes et donc elles rappellent leur présence, elles rappellent leur spécificité. Et ça rappelle le droit à l'emploi, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à tout ce auquel un être humain qui vit dans une démocratie peut prétendre. Et ça affirme normalement l'égalité de tous devant le système de soins, les valeurs de dignité, et ça promeut une société qui se veut inclusive. Voilà, la diapositive suivante. Alors, les points forts et l'idéal, oui, il y a quand même, il faut bien le reconnaître, des points forts dans ces organismes de démocratie sanitaire dont nous avons parlé. Par exemple, le Corévi, c'est vrai, ça crée du lien, ça améliore la coordination entre les actions, ça donne du sens. Et au niveau de cette instance, le pouvoir, on pense quand même des associations, des représentants de patients est quand même importante. On peut dire également que depuis quelque temps, ça n'a pas été le cas au début, il y a quand même une territorialisation qui permet de plus sensibiliser aux problématiques spécifiques des DROM avec la participation d'élus locaux et d'élus régionaux dans les instances de l'ARS et au sein de la conférence de santé. La participation des usagers, effectivement, ce sont des usagers locaux, évidemment, ça paraît évident, mais c'est important, qui peuvent promouvoir les spécificités du système de santé, les spécificités culturelles et essayer de faire adapter en tout cas le système national à la problématique régionale. Et puis l'amélioration des droits des usagers, ils se font entendre, ils sont présents, la protection de la santé, le respect de la dignité, le respect de la confidentialité de la vie privée, le droit à l'information, qui avant était exprimé comme un devoir du professionnel de la santé. La diapositive suivante.
Alors, égalité et équité en santé, est-ce que vraiment cette démocratie sanitaire peut avoir une action sur la protection des populations vulnérables, des pauvres, des immigrés, des sans domicile fixe, des prisonniers? On peut se poser la question parce qu'au-dessus de ça, et on verra dans les diapositives suivantes, il y a la loi nationale sacro-sainte. Est-ce que ça améliore la lutte contre l'exclusion, la stigmatisation pour tout type de personnes, les gens qui ont des sexualités voilà, leur sexualité, les usagers de drogue, les patients psychiatriques qui sont bien discriminés. Et quand vous êtes PV-VIH, patient psychiatrique, c'est pas facile pour vous la vie. Hein. Et donc, bon, les patients sont présents dans les instances. La lutte également contre les dépassements d'honoraires, les droits non ouverts, le refus aux spécialités pour les bénéficiaires de la CMU, qui sont de réels problèmes. La lutte contre la diminution d'accès au dépistage et à la prévention pour certains groupes qui sont transparents, qui sont cachés, qui sont marginalisés, qui ont peur de venir consulter. Oui, la diapositive suivante. La déstigmatisation des malades et des maladies, bon, est-ce que ça permet de lutter contre la stigmatisation et la discrimination? Par exemple, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, notre sujet est sur les patients infectés par le VIH. La lutte contre les autres discriminations et stigmatisations qu'on peut dire reliées ou non reliées, comme les sexualités différentes, la prostitution, la marginalité. Est-ce que ça va jusque-là, les instances de démocratie sanitaire? Ce n'est pas une certitude. La diapositive suivante. Donc les points positifs, c'est vrai, la démocratie sanitaire a permis, finalement, ce qui a fonctionné le mieux dans la démocratie sanitaire, c'est l'amélioration de la relation soignant-soigné et des différents acteurs de la démocratie sanitaire qui, au sein des commissions, apprennent à se connaître, apprennent à se comprendre et apprennent à travailler ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a du lien qui se crée. Bon, tout naturellement, beaucoup plus entre soignants-soignés qu'entre les représentants des associations, par exemple les représentants des usagers et les représentants des directions des hôpitaux, par exemple. Bon, c'est vrai, il y a une part croissante des pairs éducateurs, des experts profanes, de la part de l'éducation thérapeutique, de la prise en charge pluridisciplinaire partagée. Il y a des usagers qui sont mieux informés, donc qui peuvent mieux défendre leurs droits, qui sont présents dans les débats et qui peuvent parler en leur nom. Et par exemple, les appartements de coordination thérapeutique, qui sont un outil de l'État, sont de plus en plus confiés à des associations gestionnaires. La suivante. Alors, c'est un joli idéal, c'est vrai que ça existe, mais est-ce que ça marche et quelles sont les limites? Alors, la territorialisation étatique, elle est étatique et elle est descendante. C'est-à-dire qu'on a créé les ARS qui ont remplacé les ARH et en fait, on a installé l'État, les représentants de l'État au sein des DROM. Et l'ARS a un peu toutes les compétences. Elle a les compétences en matière de santé publique pour définir, financer et évaluer, et le terme évaluer est très important pour entraîner une certaine dépendance, les actions de promotion et d'éducation de la santé qui sont fondamentaux dans le VIH. Elle a également pouvoir sur les directeurs d'hôpitaux, lesquels ont pouvoir sur les médecins. Donc, vous voyez le lien qui se fait par la voie administrative, hiérarchique et, si j'en viens au financement, car les ARS financent les associations d'usagers et évaluent ces associations pour leur donner le budget qui va leur permettre de continuer de survivre. Donc, les financements finalement des associatifs dépendent des ARS et de la façon dont l'association plaît ou ne plaît pas à l'ARS. C'est l'ARS, je le rappelle, qui va nommer les membres des différentes instances de démocratie sanitaire, telles que les COREVI. Donc, c'est l'ARS qui nomme, sur proposition ou pas. Il y a un certain nombre de gens, c'est obligatoire, par exemple les conseils de l'ordre, les choses comme ça. Mais après, les associations, l'ARS peut très bien faire du choix entre les associations et ne pas choisir des associations qui pourraient déranger. Par exemple, au COREVI Océan Indien, nous n'avons pas, alors que nous avions demandé, de représentants d'associations de gays, lesbiens, LGBT, quoi. On n'a pas ça, ça nous manque beaucoup. On n'a pas de représentants, enfin, on a un seul représentant des associations d'usagers de drogue. Il y a des associations de représentants de lutte contre le sida. Bon, ce n'est pas choquant, mais il nous manque des associations et on l'avait demandé. Et moi, je l'avais demandé en tant que présidente du COREVI. La conférence régionale de santé, c'est également le directeur ou la directrice de l'ARS qui nomme, et donc il y a un biais là aussi de recrutement et qui choisit d'une certaine façon qui est digne d'y siéger ou pas.
Et in fine, c'est l'ARS qui décide et rien n'oblige à tenir compte des instances de démocratie sanitaire. Le Corévi, la conférence de santé, même la commission d'organisation des soins, qui sont 3 instances que je connais bien, où j'ai été nommée au titre de présidente de l'association RIV, donc des actions militantes. Eh bien, oui, on est là, mais l'ARS peut toujours ne pas aller dans notre sens et ne pas suivre les avis de ces différentes instances de démocratie sanitaire. La diapositive suivante. Catherine, si je peux me permettre, il vous reste 5 minutes. Oui, je bientôt fini. La gestion et la démocratie et la bureaucratie du gouvernement, il faut voir que ce sont les normes gestionnaires qui sont impératives, quel que soit l'avis démocratiquement formulé. Ça veut dire qu'on peut proposer des choses, mais quand ils ne veulent pas nous les donner, ils nous disent que ça ne va pas, il n'y a pas le budget nécessaire. Elles sont opposées aux demandes des soignants. Il y a les logiciels de gestion qui ne reconnaissent pas certaines actions qui sont non codifiables, comme par exemple la qualité de l'accueil, le temps passé à échanger avec un patient. Tout ça n'est pas codifié dans les actes. Il y a des tâches administratives qui complètent la qualité des soins et il y a un système très normatif. La diapositive suivante, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir la diapositive suivante? Pardon, excuse-moi. Non, non, c'est pas grave. J'ai déjà pas beaucoup de temps, alors hein, si tu me piques du temps, hein, ça va pas du tout ça. Hein. Bon, l'autre chose, c'est que la participation passe par le bénévolat. Et le bénévolat, c'est en plus du travail, c'est sans argent. Et ça entraîne de l'absentéisme. Et comme parfois les propositions ne sont pas acceptées, ça a une certaine démotivation, un certain découragement. La diapositive suivante. Je peux pas. Ah ben voilà, comme moi tout à l'heure. Alors attends, comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me fait ça? Ah, ça y est. Non, je peux pas. Bon. C'est bon. Ah, désolée de te faire travailler. Non, c'est que j'essaie d'avoir autre chose en même temps. Cette diapositive, elle veut juste dire qu'il y a une grande dépendance financière des associations des financeurs, et ce sont essentiellement les financeurs de l'État, pas que, bien sûr, il y a aussi les associations nationales, SIDAction là, mais enfin, bon, il y a souvent une grande part du budget qui est liée à l'ARS, et l'ARS, elle a une reconnaissance normative des actions des associations, et si une association est trop contestataire, elle peut ne pas trouver que les demandes de financement sont des actions intéressantes et appropriées. La diapositive suivante. Excuse-moi Catherine, juste 30 secondes, je n'arrive plus à avoir accès au chat là. Donc Sarah, si tu peux transmettre directement dans le collectif les questions plutôt qu'à moi uniquement. Merci. D'accord. Dans l'océan Indien, quel bilan? Eh bien, je vous donne notre expérience personnelle. Donc, on a un Corévi qui unit bien les acteurs. Ça marche très, très bien. On se connaît très bien et depuis très, très longtemps. C'est parfois très difficile avec Mayotte parce que des fois, on a des problèmes de visioconférence. Mais enfin, sinon, ça marche assez bien. Bon, on est acteurs depuis 25 ou 30 ans tous, enfin, beaucoup d'entre nous. Mais les acteurs du collège 1, les représentants des établissements sont très absents. On coordonne, oui, les actions de prévention, de dépistage, ça marche très très bien. C'est bien réparti, on a une bonne coordination du soin et de sa qualité, on a une excellente union des acteurs contre la stigmatisation, la discrimination, on fait des actions communes sur les territoires. En fait, au sein du Corévi, on s'entend très bien. Mais après, pour faire entendre ce que souhaite le Corévi de la tutelle, ça n'est pas toujours facile. Voilà, donc on est un peu obligé de se plier, comme tout le monde, à la politique de l'ARS, c'est-à-dire de l'État. La diapositive suivante. Alors, la conférence régionale de santé et la commission d'organisation des soins, oui, d'accord, on s'exprime, oui, d'accord, le DG de l'ARS vient une fois par an nous raconter quelles sont les orientations de la politique régionale de santé et nous fait un bilan. Les actions de plaidoyer, elles sont peu entendu par l'État et donc les responsables de l'ARS, les préfets, la directrice de l'ARS.
Mais bon, l'avantage d'être président ou présidente d'une commission ou d'en être membre, c'est qu'on est plus facilement reçu par les personnages importants qui nous gouvernent. Et c'est vrai qu'on peut aller essayer de faire là du plaidoyer politique, ou en tout cas communautaire, ou je ne sais pas comment on peut dire, lorsqu'ils nous reçoivent. Et puis je rappelle que la commission d'organisation des soins, tout comme la conférence de santé, tout comme le Corévi, n'ont que des avis consultatifs. Et si on n'est pas d'accord avec nous, même pour l'Axos qui donne les autorisations d'exercer au service de soins, eh bien, c'est l'ARS qui décide et l'avis peut être opposé. La diapositive suivante. Voilà, donc en conclusion, je dois avoir 2 diapos de conclusion. De réelles avancées de la démocratie sanitaire, oui, les représentants des usagers sont arrivés dans les instances de démocratie sanitaire. La relation soignant-soigné, elle s'est quand même bien améliorée, en tout cas en ce qui concerne la Réunion, le Mayotte et la plupart des services. C'était les changements finalement les plus faciles et plus consensuels à faire parce qu'il y avait un réel désir des parties. Des avancées concernant la stigmatisation, la discrimination, oui, mais elles ne sont pas suffisantes. Et on voit bien que ce n'est pas finalement au sein de ces instances que les choses se passent. Et c'est plus les plaidoyers politiques, les actions, les manifestations, les pétitions, les unions entre différentes personnes qui font avancer les choses de façon plus importante. C'est finalement, à mon avis, une décentralisation qui est trompe-l'œil et qui conforte le pouvoir central par le biais d'instances qui sont soi-disant locales, bon, qui le sont, mais qui ne sont que, à mon avis, un peu de poudre aux yeux, et un pouvoir d'être acteur du changement qui finalement, je pense, est très modéré, très variable d'une région à l'autre, plus fonction des personnalités, des responsables que des possibilités légales. Et c'est vrai qu'à La Réunion, par exemple, ça ne marche pas trop mal, et à Mayotte, moyennement, on va dire. Et la dernière diapo, je pense. Voilà. Donc finalement, ce sont plus ces liens informels avec la tutelle qui sont porteurs de changements que les structures, vraiment de la démocratie sanitaire, qui ont l'intérêt d'exister, c'est mieux que rien. La démocratie sanitaire, oui, elle donne le pouvoir aux acteurs de s'exprimer, c'est vrai, mais cette expression n'est pas forcément facteur de changement. Le pouvoir de décider reste à l'État. Le dialogue et la concertation existent à travers ces instances, mais pour quel résultat final? Pour quelle avancée sur la lutte, par exemple, contre la discrimination, la stigmatisation, les droits des patients, etc. Et finalement, évoquer la démocratie sanitaire, ça revient à analyser l'exercice du pouvoir dans l'univers sanitaire, ce qui implique un partage entre pouvoir politique, pouvoir professionnel et pouvoir citoyen. Les lois existantes, telles qu'elles sont actuellement, même si elles ont été amendées plusieurs fois concernant la démocratie sanitaire, elles n'imposent finalement, je pense, que peu de démocratie sanitaire. Voilà, je vous remercie et désolée pour les problèmes techniques. Et merci à Frédéric de m'avoir sauvée. Merci à toi, excuse-moi pour les délais des fois. Merci Catherine, merci beaucoup. Catherine, vous nous avez fait une présentation vraie. Je crois que c'était sans langue de bois. On est parti très très fort sur l'idéal de la démocratie sanitaire et puis vous nous avez ramené à la réalité avec, je pense, une lecture franche et une lecture honnête de ce que vous vivez en tout cas sur la démocratie sanitaire dans l'océan Indien. Alors, il y a une question, Catherine, cette démocratie sanitaire, c'est une illusion ou c'est un vrai outil? Qu'est-ce qu'on pourrait dégager comme piste de recommandation pour que les acteurs de terrain, pour que les instances soient entendues? Vous nous expliquez cette difficulté à ce que la parole soit prise en compte. La parole, elle existe. La démocratie sanitaire, elle travaille. Mais je dirais que, vous savez, c'est au niveau des lois qu'il faudrait changer les choses. Il faudrait donner plus de pouvoir légal à ces instances de façon à ce que les recommandations qu'elles donnent, au moins localement, soient obligatoirement et au moins partiellement, obligatoirement reprises de façon systématique et implémentée. Quand l'ensemble des acteurs, puisque finalement la démocratie sanitaire, c'est l'ensemble des acteurs recommandent quelque chose avec force pour un territoire donné, il faudrait que la loi, parce que ça ne peut passer que par la loi, permette de l'appliquer. Merci. Donc, il y a encore du travail. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'avancée, j'y ai moi-même participé, mais je trouve que... In fine, on travaille beaucoup pour pas beaucoup de résultats. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'implication, c'est du bénévolat. Et voilà. Et les résultats,
bon, je ne parle pas des résultats du Corévi, qui sont des résultats finalement assez techniques sur une partie, mais sur le reste des instances de démocratie sanitaire, finalement, le bénéfice est minime par rapport à l'investissement. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Amandine, si tu le permets, il y a quelques questions. Je vais donner la première d'Isabelle Lamoury pour Antoine. Comment optimiser la visibilité et l'interactivité des structures comme COMED, CIMAD, les défenseurs des droits, PASS, associations, institutions, et des outils innovants numériques qui se multiplient? C'est bien, mais comment s'y retrouver en temps? Comment optimiser la visibilité et l'interactivité des structures comme COMED, CIMAD, défenseurs des droits, PASS, associations, institutions, et des outils, oui, c'est la question qui se répète, et des outils innovants numériques qui se multiplient. Voilà, c'était une question pour Antoine. Je ne sais pas si elle est pour moi, c'est un petit peu un vœu qui est émis par Isabelle Lamoury. Optimiser le COMED et la CIMAD, c'est des associations, des petites associations. Excuse-moi, Antoine, est-ce que tu peux t'approcher de ton ordinateur? On ne t'entend pas très bien. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est un souhait, mais on est face à beaucoup d'écueils. Le premier écueil, c'est la complexité inouïe du droit et des dispositifs, surtout pour les populations précaires et notamment les personnes étrangères dont on s'occupe. La multiplication des dispositifs de prise en charge des soins, assurance maladie, complémentaire santé solidaire, aide médicale d'État, dispositifs soins urgents et vitaux, ce saucissonnage qui aboutit à une complexité énorme. Donc, c'est faire simple face à des droits, des administrations qui opposent des complexités énormes, c'est une gageure. Voilà, hein, il faut se coltiner, si je puis dire, cette complexité dans l'accès aux droits. Évidemment, faire des plaidoyers pour des simplifications, c'est notamment le cas dans le cadre de l'Observatoire du droit à la santé des étrangers, pour dire que c'est totalement stupide, y compris du point de vue de la gestion des deniers publics, d'avoir d'un côté l'assurance maladie, de l'autre côté l'aide médicale d'État, etc. Hein, parce qu'il faut sans arrêt examiner les droits des personnes qui passent d'un dispositif à l'autre. On fait travailler 2, 3, 4 fois les agents de l'assurance maladie pour rien, d'une certaine manière, puisqu'à la fin, de toute manière, les soins sont pris en charge. Voilà. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que je voulais dire par rapport à l'idée d'optimiser la visibilité et l'interactivité, c'est de rappeler que le COMED, mais c'est également le cas de la CIMAD, puisque ce sont les deux associations qui sont citées, ce sont des petites structures extrêmement fragiles, ne disposant pas forcément de tant de moyens que ça. Donc, ce n'est pas volonté d'être plus important, mais voilà, c'est aussi des limites. C'est la raison pour laquelle au COMED, on a créé tout un ensemble d'outils, notamment des permanences téléphoniques, notamment le guide du COMED, dont il va y avoir une nouvelle version très prochainement. Voilà. Alors après, optimiser, oui, on essaye. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Je suis désolée, je vous coupe un petit peu. Une question pour Thierry. Thierry, une question pour vous sur vos actions auprès de la population afro-caribéenne. Est-ce que vous avez des actions spécifiques pour les personnes des DOM qui vivent à Paris? Oui, alors les actions pour certains, Africa Venir a déjà mené des actions vers les clubs, les clubs spécifiquement celui de Châtelet, le club antillais, où nous avons porté l'information pour le dépistage et l'accompagnement en santé sexuelle. Merci Thierry. Alors, il reste très peu de temps. On va laisser un micro ouvert pour chacun des intervenants. Si vous souhaitez en vraiment 15 secondes, chacun de vous, passer un dernier message avant qu'on soit obligé de rendre et de clôturer cet atelier. Pour ceux qui ont participé, sachez que les questions pour lesquelles nous n'avons pas répondu, elles seront retravaillées avec les différents intervenants ou alors pendant les sessions de travail avec les acteurs des DROM. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Antoine? Oui, alors si j'ai vraiment que 15 secondes, je crois qu'il y a
par rapport au sujet de la journée, il y a une double revendication. Déjà, il faut s'opposer, dénoncer tout ce qui est dérogatoire et discriminatoire vis-à-vis de l'outre-mer en général, vis-à-vis des personnes qui vivent en outre-mer, quelles qu'elles soient, j'allais dire. Et puis, deuxième aspect, il faut s'opposer aussi, dénoncer à tout ce qui est dérogatoire et discriminatoire vis-à-vis de certaines populations. Alors moi, j'ai parlé des personnes migrantes, des personnes étrangères, mais il y a aussi d'autres catégories qui peuvent souffrir de ces discriminations et ces dérogations. Donc, voilà, ça serait un petit peu mes recommandations. Merci beaucoup. Thierry, vous voulez prendre la suite? Oui, juste dire que de continuer un petit peu cette lutte pour pouvoir lever les freins, briser ces barrières, ces personnes à ces afro-caribéens face à la discrimination, la stigmatisation et leur permettre de mieux acquérir des informations, surtout en santé sexuelle. Moi, je dirais ne jamais renoncer à lutter finalement en faveur des droits de l'homme. Occuper les postes qu'on nous propose d'occuper, mais ne pas se contenter de ça et continuer à défendre partout où on le peut et par tous les moyens auxquels nous pouvons penser, à lutter pour ce qui nous paraît juste, voilà, défendre l'autre, quel que soit et soi-même, quelle que soit sa différence. Never, never give up, en fait. Merci beaucoup. Caline, Thierry, Antoine, merci beaucoup. Merci infiniment pour la qualité de vos exposés. Merci à SIDAction. Chère Amandine, merci pour cette co-animation. Et puis, rendez-vous en Guyane. Ou à Mayotte. Ou à Mayotte, mon chef. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.